le dispositif de Donald Trump est-il aussi dissuasif? C'est ce que nous allons voir avec vous, Magali Barthès. Cartes et images à l'appui. Magali, on le voit depuis bientôt 48 heures maintenant, le blocus américain tient. On vous montre cette carte qui nous montre l'état des forces. Magali, grâce à quelle force de frappe américaine Donald Trump tient pour l'instant les navires à distance? Alors vous le disiez, il y a des renforts qui sont envoyés sur place, mais pour le moment ce sont 10 000 militaires américains qui participent à ce blocus, qui sont mobilisés. Il y a des hommes et puis il y a aussi du matériel. Ce sont près d'une douzaine de navires de guerre qui sont en place donc, pour constituer ce barrage donc, en haute mer. Vous avez des destroyers lance-missiles qui sont essentiels. On les a vus d'ailleurs, certains, faire un aller-retour dans le détroit d'Ormuz ce week-end. Vous avez aussi des navires d'assaut amphibies, navires de débarquement de chars et puis des navires de combat littoral. Ça, c'est intéressant aussi pour le déminage parce que ce que nous explique le CENTCOM, c'est qu'il y a aussi des bateaux dragueurs de mines qui sont acheminés en ce moment du Japon vers cette zone, ce qui est évidemment important pour déminer éventuellement le détroit. Et puis vous avez tout le porte-avions, évidemment, l'Abraham Lincoln qui est sur place. Alors ça veut dire beaucoup de moyens aériens également. Avec les avions. Voilà, les avions de chasse, les drones, les avions ravitailleurs, les avions de renseignement, tout ça aussi est essentiel. Et alors comme vous le disiez, pour l'instant, le dispositif fonctionne d'après le CENTCOM puisque 6 navires marchands, d'après donc les Américains, ont finalement fait demi-tour après avoir reçu l'ordre par radio de l'US Navy de s'arrêter. Manifestement, aucun n'a eu envie de défier tout ce dispositif et puis d'avoir le risque, en arrivant par là, d'avoir évidemment leur cargaison saisie et leur navire intercepté. Justement, Magali, que se passerait-il si un navire s'aventurerait dans la zone où se trouve l'armada américaine? Alors, on imagine qu'un pétrolier ou qu'un vraquier venu d'Iran, puisque ce sont les conditions, s'approche en effet de cette barrière américaine. Alors, l'US Navy d'abord prend contact avec les bateaux pour dire de stopper la course, c'est le dispositif normal. Et puis évidemment, si le bateau n'obéit pas, eh bien, il y a ce dispositif avec ces hélicoptères qui peuvent embarquer évidemment des soldats qui sont descendus à bord pour intercepter donc le navire. Des opérations via les airs donc, et puis via la mer aussi. Alors ça, ce sont d'autres images qu'ont diffusées les Américains où l'on voit en effet des navires américains, des vedettes rapides qui s'approchent pour arraisonner certains bateaux. On a vu ce genre de scénario au Venezuela. Vous savez, quand l'US Navy, c'est les gardes-côtes ou les Navy Seals sont allés en effet stopper des cargos vénézuéliens qui embarquaient du pétrole sous blocus. Au Venezuela, tout s'est bien passé, évidemment. Là, ce que disent bien les Américains, c'est que les équipages coopèrent ou non, ces soldats américains, ils sont prêts à tous les scénarios, parce que évidemment, est-ce que ça se passerait aussi bien qu'au Venezuela? Est-ce que les Iraniens, les bateaux iraniens, embarqueraient peut-être des équipages plus armés? Puis il y a aussi cette menace des drones iraniens sur ce dispositif américain. Pour le moment, en tous les cas, cette confrontation n'a pas eu lieu, puisque, encore une fois, d'après le CENTCOM, les navires iraniens font demi-tour ou stoppent net leur course et évitent ce genre de scénario. Merci beaucoup pour ces informations très claires, Magali Barthès, et très précieuses. Et je me permets de rebondir avec vous, Général. Jusqu'ici, aucun navire n'a osé franchir le blocus américain. Est-ce que la dissuasion américaine fonctionne ou est-il encore trop tôt pour le dire? Alors, je pense que c'est une manœuvre très intéressante et très intelligente que CENTCOM a menée. On n'a pas perçu tout de suite la dimension stratégique de cette réorganisation. D'ailleurs, par parenthèse, le cessez-le-feu sert aussi à chacun de faire le point un peu de sa campagne, de sa défense pour les Iraniens et de la campagne pour la coalition. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ne font pas un véritable blocus.
Ils ont d'abord des capacités de renseignement en temps réel qui sont extraordinaires, et ils s'en servent. Ils s'en servent pour identifier les bateaux et pour cibler. Là, ils font vraiment du ciblage. Celui-là, est-ce qu'on le laisse passer, est-ce qu'on ne le laisse pas? Et même des modes d'action. Premier élément. Deuxième élément, ils prennent, on l'a très bien vu sur la carte, ils prennent ce que j'appellerais du recul stratégique. C'est-à-dire qu'ils ne bloquent pas. C'est-à-dire qu'ils n'engagent pas la bataille d'Ormuz. Ils prennent le recul et ils attendent que les bâtiments passent, éventuellement. Et surtout, ils se projettent parce qu'ils en ont les moyens. On a vu les moyens colossaux qu'il y a. Encore, on n'a pas parlé des OV-22 qui sont des hélicoptères, mais qui se transforment en avions, des polyvalents. Ça, c'est très utile aussi, mais c'est un ajout. Et à partir de là, comme de toute façon, ils considèrent que l'Iran est en totale contravention avec le droit international, ils le font appliquer à distance, y compris en haute mer. On se souvient d'ailleurs de mémoire qu'il y avait un pétrolier, je crois, qui battait pavillon iranien, qui a été couché, qui a été torpillé au début de... Je crois que c'était au large, je ne me souviens plus de quel pays. Il a été torpillé. Ils viennent de récupérer d'ailleurs les équipages. Donc je trouve que c'est une manœuvre qui donne aux États-Unis, qui permettent aux États-Unis d'exprimer leur puissance, d'aller frapper là où ils le souhaitent, ou ne pas frapper, dissuader. Et là, les Iraniens, qui manquent justement, eux, de ce recul, ils sont quand même contournés, et ils ne peuvent plus faire grand-chose, sauf évidemment à relancer des attaques contre les bateaux qui passent dans le détroit, mais ça veut dire que ce sont eux qui relancent la guerre, et on est parti. Et ce faisant, s'ils relancent la guerre, ils savent maintenant que les Américains ont complété leur dispositif, donc ça commence à être vraiment du lourd, et qu'ils seront capables, avec ce dispositif, peut-être de faire des choses qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Nous a rejoint David Rigoulet-Rose, bonjour. Bonjour. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Considérez-vous, à l'heure où nous parlons, et on voit le dernier numéro qui s'affiche, que Donald Trump a réussi son pari à Hormuz? En tout cas, il y a un ajustement de la stratégie. Il y a une vraie stratégie là, qui est mise en œuvre, plus que précédemment. On peut penser d'ailleurs qu'elle n'est pas étrangère à l'expérience militaire de l'amiral Brad Cooper, Absolument. qui est le chef de l'USNCOM aujourd'hui, mais il faut le rappeler, qui a été le chef de la 5e flotte à Bahreïn. Et donc, c'est un amiral, il connaît très bien la problématique maritime, et il est vraisemblable qu'il a pu souffler justement cette option, qui est une option non létale, mais qui peut être paradoxalement plus efficace qu'une option létale de bombardement direct, parce qu'effectivement, elle est dans une situation elle peut objectivement asphyxier les rentrées financières iraniennes. Ce qui explique d'ailleurs les réactions iraniennes assez virulentes, en accusant les États-Unis de piraterie, ce qui manque pas de sel, par rapport à la stratégie qui avait été celle des Iraniens précédemment, justement pour fermer le détroit, et puis plus immédiatement de menacer sur l'obstruction du détroit de Bab el-Mandeb. Puisque effectivement, à partir du moment où ils sont mis en difficulté sur la question d'Ormuz, c'est de reporter une partie de cette problématique sur Ormuz. Tout simplement parce que les bateaux iraniens ne sortent plus. Et notamment, il y a les questions des pavillons, effectivement, chinois ou indiens, mais l'enjeu est ailleurs. C'est l'exportation du pétrole iranien qui peut plus se faire. Or, c'est 280 millions de dollars par jour, ce qui est considérable. Ça veut dire qu'il y a 1,5 million de barils qui sortent plus. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est souvent sous-estimé, c'est la question du stockage. C'est-à-dire que les Iraniens sont dans l'impossibilité de stocker au-delà d'un certain seuil. On estime que c'est sur 13 à 15 jours. Et au-delà de cette temporalité, il y a un problème de stockage du pétrole disponible, et qui impliquerait de fermer des puits. Or, fermer des puits, ça a une incidence parce qu'il y a ce qu'on appelle un problème technique de contingence d'eau. Quand on ferme les puits, c'est très difficile de les rouvrir après. Et donc, c'est un moyen de pression économique qui est énorme sur l'Iran. Et pour le coup, c'est peut-être pour la première fois depuis le début du déroulé des opérations, une vraie stratégie qui est mise en œuvre, qui sera potentiellement plus efficace, paradoxalement, que certaines opérations de bombardement direct.
Général Paloméros, certains militaires craignent toutefois une escalade maritime, à l'instar de cet ancien officier de l'US Navy, Brian Clark, qui s'est confié dans la presse. C'est un spécialiste des opérations navales et qui sonne l'alerte sur la menace que constituent les essaims de drones iraniens. La menace principale, dit-il, réside dans les drones, notamment ceux de surface et les vedettes rapides d'attaque. La marine devra se protéger contre ce type d'attaque. Justement, Général, les destroyers américains sont censés disposer de systèmes de défense antiaérienne pour contrer ces drones ? Oui, comme il le dit, ça fait un moment qu'on parle, et surtout depuis la démonstration faite par les Russes en Ukraine. Cela dit, les Ukrainiens nous ont montré qu'avec des dispositifs plus intelligents, plus adaptés, moins coûteux, plus ciblés, plus adaptés à la vraie menace, ils arrivent à réduire cette menace, pas à zéro. Là, pour le coup, le risque zéro n'existe pas. Mais quand même d'un pourcentage. Donc, je n'imagine pas qu'on soit embarqué sur les bâtiments, surtout ceux qui sont au contact. Le problème des drones, c'est plus vous les identifiez tôt, et plus c'est facile à traiter en quelque sorte. Parce que les chasseurs peuvent les traiter. On a vu même les hélicoptères d'attaque français traiter les drones. Et ça, c'est utile. Je précise à l'image, Général Paloméros, que ça, c'est des images de drones de surveillance diffusées par la télévision iranienne qui scrutent ce qui se passe dans l'étroit d'Ormuz. Mais je remarque que les bâtiments, évidemment, il y en a qui sont passés par le détroit d'Ormuz, mais les bâtiments sont en retrait. Ils n'ont pas besoin d'être très proches de la côte iranienne. C'est pas là qu'ils sont les plus efficaces. Il y a ceux qui sont derrière. Et donc, à ce tarif-là, ils ont le temps quand même d'avoir le recul nécessaire avec tous les moyens dont ils disposent, de surveillance et autres. Nous, on n'a pas ça. Il faut bien mettre ça en parallèle. Nous, Français ou nous, Européens ? Nous, Européens, je dirais. C'est un vrai débat là, pour l'avenir, mais on y reviendra. Oui, c'est un vrai sujet. Les Américains, quand même, peuvent tirer le retour d'expérience de ce qui se passe en Ukraine, et Dieu sait si c'est intéressant. Ils ont aussi pas mal misé sur les drones défenseurs, en quelque sorte, les drones qui attaquent les drones. Ça, c'est la piste la plus viable, en quelque sorte. Et puis, toute une gamme de moyens qui devraient normalement réduire la menace, surtout parce qu'ils sont à distance. Et que les drones, ils vont pas très vite. Ça changera dans l'avenir. On aura ce débat. Maintenant, il est parti. Il va pas s'arrêter, je vous rassure, en quelque sorte. Mais là, pour le coup, un coup au but est toujours possible. Personne ne dira jamais qu'il ne peut pas y en avoir un qui passe. Mais il me semble quand même bien armé pour faire face. Nomi Aliwa, on voit que les Iraniens gardent une capacité de nuisance face à l'armada américaine. Oui, parce qu'il y a des alliances peut-être qu'on n'avait pas anticipées auparavant, des alliances notamment avec les Russes. On sait que les Russes leur ont fourni un certain nombre de renseignements qui permettent aujourd'hui de cibler beaucoup mieux leurs cibles que ce qu'ils ne faisaient auparavant. On voit bien qu'il y a des systèmes de guidage qui sont bien plus performants et qu'au début de cette guerre, lorsqu'ils tiraient des missiles sur les pétromonarchies du Golfe et sur Israël, ils tiraient un petit peu tout azimut. Et au fur et à mesure des jours de cette guerre, on a vu que les cibles étaient beaucoup plus précises, qu'il y avait véritablement des endroits stratégiques qui étaient touchés. Et ça ne peut pas avoir lieu sans des systèmes de renseignement perfectionnés. On a su que les Russes leur ont donné des renseignements. On sait aussi que la Chine